Très bien. Communication pendant l'audit. Comment faire? Eh bien, au sein de l'équipe d'audit, faire le point, évaluer l'avancement, répartir les tâches. Ça, c'est bien entre l'équipe d'audit. Avec l'audité, avec le client d'audit, il faut communiquer aussi sur l'avancement et les difficultés, et preuve qu'il est supposé un risque immédiat et significatif. Comment? Vous avez devant vous une personne, soi-disant un audité, qui n'est pas collaboratif, qui peut-être qu'il a un tempérament un peu particulier, ou vous êtes devant une non-conformité ou bien des non-conformités majeures qui peuvent parfois arrêter la poursuite de l'audit, vous n'avez pas à prendre de décision que si vous communiquez avec le responsable de management du programme d'audit. Voilà la situation, voilà qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Et là, ça permet aussi de faciliter et de gérer les difficultés et les problèmes au niveau de la réalisation. Le recueil des preuves. Comment vous allez recueillir les preuves de conformité et les preuves de non-conformité? Alors, la première des choses, c'est l'exhaustivité. C'est essayer de comprendre comment vous faites, qu'est-ce que vous faites, comment ça se passe. Et lorsque vous allez vous trouver des pistes vers soi-disant des non-conformités, vous allez poser des questions. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi vous ne respectez pas ça? Pourquoi vous n'enregistrez pas ça? Donc, il faut déjà de comprendre. Être concret, factuel. Pas de jugement de valeur et pas d'interprétation. Le jugement de valeur, c'est une caractérisation d'un fait. C'est très bien fait, c'est mauvais fait. Ça, il faut éviter. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la conformité, la non-conformité. Conforme, non-conforme, d'une façon objective. Quand vous faites dans des jugements de valeur, alors là, vous êtes hors compétence d'un auditeur. Les jugements de valeur, c'est pas, ils n'ont pas leur place au niveau de l'audit. Les interprétations. Vous observez, vous regardez un document, vous faites des interprétations. Les interprétations sont parfois fausses, si elles sont basées sur quelque chose qui est fausse. Alors, au lieu de faire des interprétations, posez des questions. Et l'auditeur, c'est celui qui sait poser des questions. Poser des questions pour comprendre, poser des questions pour canaliser et poser des questions pour confirmer. Et là, ce qu'on appelle les techniques de l'entonnoir, qui généralement, on commence par une question généraliste, parlez-moi de votre activité, parlez-moi de ce que vous faites, comment vous vous êtes organisé, quelles sont les descriptions de votre processus. C'est-à-dire une question qui est générale et une question qui peut être aussi parmi les compétences de l'audité. Ça veut dire qu'il va faciliter la tâche à l'audité pour le pousser à parler. Parce que vous êtes auditeur, donc vous allez écouter. Et si vous n'arrivez pas à faire parler l'audité, vous n'allez rien écouter, vous n'allez rien trouver à évaluer. Donc cette compétence de faire parler, c'est aussi parmi les compétences de l'auditeur. Et parfois, si vous êtes devant un audité qui est vraiment non collaboratif et qui parfois ne répond pas à vos questions, il faut être aussi intelligent et parfois, il faut aussi sortir du cadre. Il faut commencer à parler de l'économie, parler de la politique pendant 2-3 minutes, le temps de faire parler, ça veut dire surtout si vous arrivez à trouver un centre d'intérêt de l'audité. C'est à travers ses vêtements, est-ce qu'il est sportif, est-ce qu'il est quelqu'un intellectuel, est-ce que c'est quelqu'un qui est dynamique dans la partie IT. Donc, il faut trouver une astuce pour commencer pour l'inciter à parler. Alors, lorsque vous allez poser des questions, il faut aussi voir
d'une façon globale. Le matériel utilisé, le milieu dans lequel sont réalisées les opérations, les méthodes utilisées, les main-d'œuvre, la matière, pour pouvoir donner une vision globale. Vous n'allez pas vous concentrer sur la méthode, vous n'allez pas vous concentrer sur la main-d'œuvre, mais il faut voir une vision globale. Pourquoi? Parce que c'est cette vision globale qui va vous donner une vision globale pour mieux comprendre et pour mieux dire que c'est conforme par rapport à votre critère d'audit. Pour cela, il faut utiliser les 5 sens. Il faut écouter, il faut observer, parfois il faut sentir les odeurs, une mauvaise odeur, une odeur de quelque chose qui crame, et des odeurs de fuite, tout ça, il faut qu'ils soient utilisés. La bouche pour poser des questions, la bouche pour voir un petit peu à travers votre communication quelles sont les bonnes questions et quelle est la bonne façon de les poser. Et parfois aussi, on utilise le toucher pour un petit peu sentir parfois un produit, un équipement ou quelque chose comme ça. Alors, aussi, la méthode des 5D. Dans un environnement donné, il faut voir le dessus, le devant, le dessous, le dedans et le derrière. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ce soit pour la partie qualité, sécurité, environnement, l'environnement de travail, il est important. Il ne faut pas se fier à voir la face qui vous est présentée, mais il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Il faut avoir une vue panoramique, 3 dimensions pour tout voir. Alors, des observations d'effets relatifs aux objectifs, aux champs et aux critères d'audit. Ça, il faut toujours soyez orienté par rapport aux objectifs de votre mission, par rapport au champ, ne pas dépasser le champ d'audit. Il faut toujours rester collé aux critères d'audit, ne pas sortir des critères d'audit, parce que comme si vous sortez des critères d'audit, vous êtes hors sujet. Il faut savoir écouter. Et savoir écouter, l'écoute, c'est le fil de continuité, de discussion et de change entre auditeur et audité. Si vous ne savez pas écouter, vous allez arrêter l'auditeur de parler. Et l'auditeur, lorsqu'il parle, donc ce n'est pas uniquement la bouche et l'oreille qui fonctionnent, mais ce sont aussi les yeux. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien dans la communication qu'il y a une partie verbale et une partie non verbale, qu'il y a des gestes. Et quand l'audité parle et l'auditeur ne l'écoute pas, ou ne le regarde pas, ou ne le suit pas, alors là, ça va vexer l'audité et ça peut provoquer une coupure de communication et l'audité va arrêter de communiquer et il va prendre une posture un petit peu négative. Alors, c'est la raison pour laquelle savoir écouter, ça veut dire regarder l'audité, écouter bien l'audité, se mettre dans la peau de l'audité, faites des gestes avec votre tête, avec vos yeux, comme quoi effectivement vous suivez avec lui, ça va lui engager à assurer une bonne communication et un bon échange. Savoir poser des questions, c'est aussi important. Il y a certains auditeurs qui utilisent un langage ou bien des questions qui ne sont pas tellement faciles et adaptées au niveau de l'audité. Alors, lorsqu'on veut savoir poser des questions, on va poser des questions, comme je disais tout à l'heure, généralistes, d'ordre général. On va poser des questions pour canaliser vers ce qu'on veut savoir. Et une fois que nous avons la réponse, on va poser des questions de ce qu'on appelle des questions de confirmation. Est-ce que effectivement vous faites ça? Oui. Donc, la dernière question, c'est une question qui va avec la réponse sera de oui ou non. Ce sont des questions de confirmation. Évitez de poser des questions fermées au début de la discussion. Pourquoi? Parce que ça ne facilite pas la communication, ça ne facilite pas les échanges. Si vous faites des questions fermées, vous aurez des réponses fermées aussi. Oui, non. Et ça ne va pas vous guider. Par contre, si vous posez des questions ouvertes, ça peut vous ouvrir des pistes
d'investigation et vous allez poser des questions après pour un petit peu orienter la discussion vers ce que vous voulez évaluer. Savoir poser des questions, c'est aussi le temps. Comment on pose la question? Il faut toujours utiliser de la politesse. Il faut toujours utiliser des textes qui sont simples. Il faut toujours essayer de compléter ce que vous posez la question vocalement, verbalement, par des gestes pour un petit peu faciliter la compréhension. Et savoir poser des questions si le feedback, vous observez que la question n'a pas été bien comprise par l'audité, il faut savoir ce qu'on appelle reformuler, la reformulation, c'est-à-dire poser la question autrement. Et ne jamais dire à l'audité que vous n'avez pas compris. Ce n'est pas ça ce que je veux dire. Il faut toujours revoir ce que vous avez posé comme question. Ça veut dire toujours se remettre en cause. Et veut dire peut-être que je n'ai pas bien posé la question, je reformule, soit d'une façon directe, d'une façon indirecte. Parfois, je dis tout simplement, effectivement, donc, mais pour mieux canaliser la réponse, la question, donc je peux vous poser la question autrement. Voilà, et reformuler. Et la reformulation, c'est une partie de la communication en se basant sur le feedback. Si vous trouvez que votre audité est bloqué, ne trouve pas de réponse, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de réponse, mais vous commencez par penser que vous n'avez pas bien posé la question. Et ce sont des éléments que vous allez acquérir en fonction de les exercices. Alors aussi, vérifier la cohérence des informations requises avec les objectifs initiaux et les éléments de preuve. Parfois, vous posez une question, vous avez une réponse, et la réponse ne répond pas à votre objectif. Alors, il faut savoir aussi reposer la question, c'est-à-dire recadrer. Recadrer, recanaliser. C'est-à-dire mettre l'audité sur les rails qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif et d'avoir la preuve nécessaire. Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien que parfois certains audités qui essayent de fuir les réponses de l'auditeur, certains audités qui ont des problèmes de communication ou bien de niveau linguistique ou bien de compétences et peut-être qui répondent d'une façon normale, mais la réponse ne répond pas à votre question. Donc, il faut savoir reposer les questions, il faut savoir recadrer, il faut savoir repositionner pour canaliser l'audité vers les éléments de preuve et pour l'objectif. Alors, ce que vous allez voir des documents, vous allez faire des observations des liaisons travaillées et vous allez faire des entretiens. Pourquoi? Pour chercher la preuve par rapport à votre critère d'audit. Donc, dans ce sens-là, seules les informations vérifiables peuvent constituer des preuves d'audit. Et là, c'est toute la partie intelligence de l'auditeur qui va pouvoir, en fin de compte, donner un rapport d'audit avec toutes les informations vérifiables qu'il a pu avoir pendant sa mission d'audit. Dans cette partie-là, ce sont les exercices. Donc, Inch'Allah, la séance prochaine, on va faire des caméras entre auditeurs et audités. On va répartir les tâches entre les personnes, des personnes qui vont jouer le rôle d'auditeur ou d'autres personnes qui vont jouer le rôle d'audité, Inch'Allah, dans la mission comme exercice pratique. Recueil des preuves par échantillonnage. Donc, fournit des informations permettant d'avoir confiance dans le fait que les objectifs d'audit seront atteints. Le risque, échantillonnage représentatif. Oui. Par exemple, vous avez une activité à auditer, il y a 100 personnes qui travaillent, vous avez commencé par votre échantillonnage, vous avez posé des questions à un opérateur dans cette chaîne de production et sur la base de ces réponses, vous avez fait votre constat. Est-ce que
cet échantillon, un seul opérateur parmi 100 personnes, est-ce que c'est suffisant pour dire qu'effectivement, on est conforme ou on n'est pas conforme? Non. Si vous posez des questions et on vous répond, très bien, vous allez faire un autre opérateur, vous allez poser presque les mêmes questions et vous allez voir est-ce que vous avez les mêmes réponses. Et comme ça, on va dire qu'effectivement, les personnes interviewées ont donné les mêmes réponses par rapport à un critère d'audit. Et là, vous avez soit la conformité, soit la non-conformité. Par exemple, si je pose la question par rapport à la sensibilisation sur la politique, je pose la question et j'arrive à la confirmation. Est-ce qu'effectivement, vous êtes sensibilisé sur la politique qualité de votre organisme? La réponse est non. Première réponse, non. Je pose la question au deuxième. Est-ce que on vous fait parfois des sensibilisations? Est-ce que vous savez de quoi s'agit votre qualité? Est-ce que? Et après, je pose à la confirmation. Est-ce que vous confirmez que vous n'avez jamais été sensibilisé sur la politique qualité? Non, monsieur, jamais. Donc, c'est une deuxième réponse de confirmation. Je passe à la troisième personne. Je pose presque la même question et j'ai la confirmation. Alors, je note les trois personnes pour vérifier effectivement, pour que l'information soit vérifiable, l'énoncé de fait, et je suis dans l'affirmation que effectivement aucune sensibilisation sur la politique qualité n'a été faite. Est-ce que c'est une exigence normative? Oui. Est-ce que la procédure de communication de sensibilisation prévoit ça? Oui. Alors là, c'est un constat d'écart. Donc, le constat d'écart, c'est non-sensibilisation à la politique qualité. Donc, l'élément de preuve, c'est les noms des trois personnes avec la date et l'heure de leur interview. Les critères d'audit, c'est le chapitre de la norme, le 5.3. Et voilà, on est devant le triangle, pas le triangle de feu, mais le triangle de preuve d'audit. Ça veut dire j'ai le critère d'audit, j'ai la preuve d'audit et j'ai le constat. Ça veut dire je ne peux pas dire que c'est conforme ou c'est pas conforme que si j'ai la preuve et j'ai le critère d'audit. Une fois que j'ai les trois, c'est bon. Échantillonnage fondé sur le jugement. Donc, dépend des connaissances, des aptitudes et de l'expérience de l'équipe d'audit. Comment ça? Je sais très bien sur un fonctionnement d'un organisme ou d'un processus audité ou d'un site audité, sur quoi ou quelle est la partie qui présente le plus de risques. Donc, je fais un jugement sur le niveau de risque et je commence à dire, voilà, là où je vais choisir mon échantillon. Effectivement, en fonction des connaissances que j'ai, en fonction des aptitudes d'expérience de l'équipe d'audit, on va définir là où il faut aller vraiment voir. Par exemple, vous êtes dans un organisme et quand vous consultez les documents, les informations qui vous ont été remis pour la préparation de votre audit, et vous avez trouvé qu'il y a plusieurs réclamations sur les conditions d'emballage, le conditionnement des produits. Et vous allez, dans votre plan d'audit, voir un petit peu ce qui se passe au niveau de cette section. Donc, votre échantillon, il sera basé sur quoi? Sur le jugement. Est-ce que, d'après les réclamations, est-ce qu'il s'agit de la qualité du conditionnement ou est-ce qu'il s'agit de le contenu du conditionnement? Et à ce moment-là, vous allez faire un jugement et vous allez orienter votre échantillonnage sur lequel vous allez faire l'échantillonnage. Il y a l'autre partie, c'est l'échantillonnage fondé sur les statistiques. Comment faire? Donc, je vais voir par rapport au fonctionnement, à l'analyse du système, aux informations qui m'ont été données, et je vais dire que pour avoir un échantillon représentatif, donc je vais voir sur quelle mesure statistique est basé mon échantillonnage. C'est-à-dire, je suis devant une production de 24 sur 24, donc je vais devoir voir les activités réalisées le jour,
les actions réalisées l'après-midi et les actions réalisées le soir. Et je vais voir un petit peu les documents, les informations documentées, parce que dans ma mission d'audit, je ne peux pas travailler le soir, mais je vais demander les informations documentées des soirs pour dire, voilà, une représentation de les 24 heures. Maintenant, aussi, dans mes échelons statistiques, je sais très bien que si l'entreprise travaille par campagne, et il y a des périodes où il y a une forte demande, c'est-à-dire une forte activité, sur la base des statistiques, je vais voir demander des informations documentées pendant les périodes de forte demande et les périodes de faible demande pour pouvoir faire une comparaison. Alors maintenant, une fois que vous avez recueilli des preuves d'audit, sur la base d'échantillons, sur la base des entretiens, sur la base de confirmation, de consultation des documents, vous allez faire des constats. Et pour faire des constats d'audit, il faut évaluer les preuves d'audit par rapport aux critères d'audit pour élaborer les constatations. Ça répond à la définition de l'audit. Comme nous avons dit hier, un processus méthodique, objectif, qui permet de recueillir des preuves d'audit et de les comparer d'une façon objective par rapport aux critères d'audit. Alors, dans cette phase-là, vous avez un critère d'audit ou des critères d'audit, vous avez des preuves d'audit, et sur la base de cette comparaison, par évaluation, que vous allez dire est-ce que c'est conforme ou non conforme. Un conseil très important pour vous. Quand vous êtes missionné pour vous réaliser une mission d'audit, il ne faut pas vous focaliser à chercher les non-conformités en se basant sur ce que vous avez vu, mais il faut essayer de trouver la conformité. Et en cherchant à trouver la conformité, vous allez facilement trouver la non-conformité. C'est-à-dire, orientez-vous à chercher la conformité. Pourquoi? Parce que quand vous allez dire que c'est conforme aux critères d'audit, il faut donner des éléments de preuve. Si vous cherchez la non-conformité, vous n'allez pas trouver des éléments de preuve de conformité. Et si vous ne trouvez pas d'éléments de preuve, votre rapport ne sera pas conforme. Alors, essayez de tout chercher, de chercher la conformité par rapport à l'ensemble des critères d'audit et chercher les preuves pour dire effectivement, ils font ça pour répondre à ce critère. J'ai trouvé ces documents pour répondre à ce critère. J'ai observé cette activité pour répondre à ces critères. Et vous allez noter tous les éléments de preuve. Donc, après cette évaluation, vous avez soit des conformités, soit des non-conformités. Revue avec l'audité, preuve reconnue exacte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous allez trouver comme non conforme, il faut qu'il soit revu par l'audité et il faut qu'il soit accepté par l'audité. Est-ce que effectivement vous ne faites pas ça? Oui. Est-ce que donc la norme ou bien le critère d'audit exige ça, 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 et ça vous ne le faites pas? Est-ce que c'est confirmé? Oui, effectivement, c'est confirmé. Pourquoi? C'est pour éviter les conflits pendant la réunion de clôture. Quand toute la direction est là, quand les audités sont là, et vous allez présenter les constats de votre audit, et parfois on se trouve avec des conflits. Non, c'est pas ça, j'ai pas dit ça, vous avez mal compris ma réponse, c'est pas ça. Tout ça, il faut qu'il soit discuté et traité pendant l'audit, pas pendant la réunion de clôture. Et c'est pendant l'audit. Il faut que l'audité prouve exact votre constat. Et là, ça évite les conflits. Et pour faire ça, il faut que la non-conformité soit comprise, c'est-à-dire comprise par l'audité. Pourquoi comprise par l'audité? Parce que c'est sur ça, la base de la compréhension, qu'il va mettre en place des corrections et ou des actions correctives. Et sur cette base-là, s'il n'a pas bien compris votre constat, il va mettre des actions ou des actions correctives qui sont déplacées. Et le résultat final ne sera pas efficace. Donc, il faut essayer de mieux expliquer le constat à votre audité pour qu'il le comprenne bien et pour qu'il lui soit facile de mettre en place les actions correctives nécessaires, les corrections et ou les actions correctives. Maintenant, il y a des cas particuliers. C'est la divergence d'opinion.
relative aux preuves et aux constatations. Alors là, vous êtes dans une posture, vous avez fait un constat et votre audité, il peut dire que il n'est pas d'accord. Il y a une divergence. Alors là, l'auditeur, il doit être intelligent pour ne pas se mettre en position de divergence et parfois en position de défaut. Ça veut dire que son opinion ou bien son constat est faux. Ça, il faut éviter le maximum. Pourquoi? Parce que ça va dévaloriser votre compétence et votre personne pendant l'audit. Si jamais il y a une divergence, il faut savoir la gérer, il faut savoir argumenter, il faut savoir aussi écouter et en toute objectivité, si effectivement votre audité a raison, il faut l'accepter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas au préalable analysé votre constat avant de le communiquer. Si c'est le cas et vous avez tort, il faut accepter et il faut passer à autre chose. Pourquoi? Parce que si vous êtes en situation de divergence et vous continuez à défendre votre constat, sachant qu'il est faux, alors là, ça ne va pas être terminé et vous allez perdre suffisamment de temps et vous n'allez peut-être pas terminer votre audit et parfois, ça peut passer à un état de conflit avec l'audité. Donc, il faut savoir être intelligent, ne présenter un constat que si vous êtes sûr, convaincu que c'est la réalité en toute objectivité et ce que vous dites est 100% exact. Alors, si vous êtes en position de doute, vous n'avez pas suffisamment de preuves, vous n'avez pas suffisamment de données, vous n'êtes pas en mesure de dire que c'est conforme ou c'est pas non conforme, alors là, le doute, il est toujours en faveur de l'audité. Retenez ça bien. Le doute, il est toujours en faveur de l'audité. Si vous avez le doute, vous ne devez pas vous prononcer. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc, vous devez ajouter des investigations, investiguer encore plus pour avoir plus d'informations, pour avoir plus la certitude de ce que vous allez statuer sur conforme ou non conforme. Sinon, il faut ne pas perdre trop de temps et bien sûr prendre en considération ce point-là dans la planification de vos audits prochains. Alors, mettre tout en œuvre pour les résoudre et bien sûr utiliser les techniques de traitement des objections, écouter, comprendre, se mettre dans la peau de l'autre et accepter s'il y a, par exemple, quelque chose qui est correct et que vous avez tort dans votre décision.